Oh, ça y est. Ah, il se prend voilà. C'était prévisible. Les Français champions du monde, s'ils ne réussissent pas, voilà, à repartir. Voilà, c'est là où on peut doubler. C'est là où on peut doubler. Et il y va. Et il passe. Et il se touche. Quel con. Et il s'accroche. Et merde. Okay, Lewis, it's hammer time. accélère. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le 4e épisode de Barbecue F1. C'est le 4e épisode de cette saison 2021 et tudo bem, nous sommes au Portugal à Portimao, sur l'autodrome d'Algarve, où nous avons vécu le 3e Grand Prix de la saison. Et autour de moi, autour du bacalao, avec beaucoup de piri-piri, nous retrouvons Fernando Gaspacho. Comment vas-tu, Fernando ? Eh bien, ça va très bien. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que pour vous aussi, ça va. Ok, super. Et on retrouve encore une fois Olivier Pastis. Tu nous avais bien manqué la dernière fois. Oui, je suis désolé d'avoir dû sauter une émission. Bonjour à toutes et à tous. Un plaisir d'être de nouveau parmi le fan club. Et avec nous, un nouveau, le rookie, Niki Landa. Bonjour à tous. Ouais, ça va Niki ? Pas trop stressé pour cette première course ? Non, ça va. Mais okay. Ça devrait aller. Ok. Ouais, Gerhard Berger n'est pas là. Il a des soucis de fibre, m'a-t-il dit, dans son Périgord. Donc, on le retrouvera probablement pour les prochains épisodes. Bon, donc, on va parler de ce Grand Prix du Portugal de Portimao. Mais avant ça, on va demander, comme c'est le rituel, à Niki de nous dire un petit peu pour qu'on sache qui il est. Niki, déjà, dis-nous quel est ton pilote préféré. Alors, pas forcément ton pilote préféré de la saison actuelle ou pilote préféré actif, mais de la Formule 1. Alors, comme je disais un petit peu avant l'émission, moi, je suis un peu un Formule X. Hein. Pour moi, la Formule 1, c'était le dimanche avec mon père devant après le poulet du dimanche midi. C'est ça. En gros, j'ai commencé à m'y intéresser, à regarder un petit peu. J'avais peut-être une dizaine d'années à cette époque-là. C'était Schumacher qui dominait le championnat. Donc ouais, je dirais que mon pilote préféré all-time, c'est peut-être Schumacher. Et actuellement, j'ai une petite tendresse quand même pour les Français. J'aime bien Esteban Ocon quand même. Ah ouais. Qui revient du coup cette année là après avoir été mis un peu sur le côté, sur la touche l'an dernier. Mais puis Pierre Gasly bien sûr. Donc voilà, petite tendresse pour les Français, plus Charles Leclerc. Voilà, Monaco c'est un peu la France. Ouais, donc, c'est ce que j'allais dire. Mais on a prévu évidemment de parler de nos bleus dans la séquence traditionnelle des franchises. Et une petite préférence pour l'écurie ? Non, franchement non. Pas de grosse. Non, pas de préférence niveau écurie, tu vois. Même aujourd'hui, tu m'aurais dit ça il y a quelques années, je t'aurais dit Ferrari, mais même. Ferrari, quoi. Ouais. Ok, un petit souvenir de F1 qui t'a fait rêver ou qui t'a fait te passionner pour ce sport automobile ? Un souvenir, pas vraiment. Après, comme on disait avant l'émission, moi j'ai quand même j'ai eu un regain d'intérêt avec la série Netflix quand même sur la F1. Après, non, des souvenirs marquants, j'en aurais pas un en particulier. Le Grand Prix de Monaco quand même tous les ans, c'est je sais pas, tu vois, tu me dis Formule 1, instinctivement, tu vois, je vois le Grand Prix de Monaco, les rues, tout ça, c'est quand même c'est plus une image marquante, mais qui revient du coup tous les ans. Donc c'est pas un souvenir en particulier, c'est un but qui revient tous les ans. Ok, très bien. Écoute, on te connaît un petit peu mieux maintenant. Tu n'es pas une personne lambda pour nous maintenant, Niki Landa. Voilà, exactement. Ok, on va entrer dans le cœur du sujet. Donc, ce Grand Prix du Portugal. Alors, c'était un Grand Prix de 66 tours, avec un total d'environ un peu plus de 300 km. Et c'était un Grand Prix sur lequel la course, il y a eu pas mal de vent. Alors, c'est un Grand Prix qu'on peut considérer un peu différent des autres.
ou en tout cas on pouvait s'attendre à ce que il y ait peut-être quelques modifications parce que c'est un Grand Prix qui a beaucoup de dénivelé, qui a beaucoup de virages à l'aveugle. Bon, après l'année dernière, on avait quand même vu un doublé Mercedes avec une victoire d'Hamilton. Puis on avait vu aussi un sacré Raikkonen sur son premier tour où il avait quand même remonté 10 places. Donc ça avait été assez impressionnant. Donc là, cette année, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire les qualifications. Et ces qualifications avaient vu une pole de Bottas et pas d'Hamilton, alors qu'on s'attendait peut-être à ce que notre pilote anglais soit encore en fasse encore une et atteigne la 100e pole de sa carrière. Donc on avait premier Bottas, deuxième Hamilton, suivi ensuite des 2 Red Bull de Verstappen et Perez. Un surprenant 5e en la personne de Sainz, puis un 6e Ocon sur Alpine, donc une belle performance d'Alpine en qualif. Et puis bon, après on peut continuer jusqu'à la 10e place. On avait Norris, Leclerc, Gasly et Vettel qui avaient réussi à entrer en Q3 pour la première fois de la saison. Je vais peut-être poser la question pour commencer à Olivier. Suite à ces qualifications, qu'est-ce qui t'avait un peu étonné, surpris, et puis comment tu voyais la course derrière? Est-ce que tu te disais que c'est bon, ça allait se faire comme d'habitude, Mercedes, Red Bull, le duel, c'était parti pour ça? Non, moi, la surprise venait surtout de Ferrari, en fait. Je trouvais que Ferrari était plutôt performant, alors que ça ne laissait pas présager une telle performance les 2 Grands Prix précédents. Donc, c'était surtout ça qui m'a surpris. Bon, Ocon 6e, c'était vraiment aussi une surprise. On s'est dit, voilà, est-ce qu'il va réussir à... moi, je trouve que Ocon est bon sur un tour. Il peut être bon. Mais par contre, il a une déficience en termes d'agressivité. C'est-à-dire qu'il peut rester très longtemps derrière une voiture, là où d'autres, et enfin, on en parlera, mais Alonso... Là où d'autres rentrent dedans. Non, mais double ou ose des trucs ou tente... voilà, enfin, je trouve que Ocon attend vraiment que la fenêtre soit bien ouverte pour rentrer dedans. Voilà, donc du coup, Ocon fait parfois des bonnes qualifs sans pour autant que ça se concrétise en course. Mais sinon non. Enfin, il y a trois forces. Je suis content pour Vettel, même si moi, je suis pas un grand fan du bonhomme, mais je trouve ça chouette quand même, un quadruple champion du monde qui se met en Q2. Ça va faire 2 ans qu'il n'était pas allé en Q3, pardon. Je trouvais ça chouette. Ok. Bon, on va dire que la perche est tendue pour Fernando. Le petit Vettel donc, que tu apprécies, il a quand même réussi à se mettre en Q3. Et puis, effectivement, on a un Ocon qui a battu Fernando assez largement sur ses qualifications. Qu'est-ce que tu en as pensé de toi de ce samedi de qualif? Ouais, des qualifs. Alors, tu parlais, comment dire, de Sébastien Vettel pour reprendre l'ordre. Tu as raison dans la mesure où il fait une bonne 10e place qui va chercher, comment dire. Enfin, c'était un peu je pense inespéré pour lui dans la mesure où ça fait quand même depuis 15 qualifications où aujourd'hui il est éjecté en Q1 ou en Q2. Donc c'est la première fois donc depuis Silverstone de l'année dernière. Donc c'est pour le moral, je pense que déjà pour lui c'est déjà une très bonne chose de se retrouver enfin en Q3, de terminer enfin une séance de qualification autre qu'avant la dernière section. Donc à voir par la suite. Après on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais le Grand Prix n'a pas été, je dirais, des mêmes résultats escomptés pour lui et Aston Martin de manière générale. Les Alpines bien en forme. Alors bien en forme dans un circuit qui est Portimao, qui est quand même assez atypique, très avec beaucoup de dénivelé. Je monte, je descends. C'est vraiment un peu les montagnes russes, comment dire, sur ce circuit. Circuit atypique, performance atypique. À voir ce que ça donnera après, je dirais, pour Alpine sur des grands prix un peu plus standards. Mais content de voir enfin l'écurie Alpine, je dirais. Avec Ocon positionné avec cette P6 et sur le reste Ferrari aussi agréablement surpris parce que je les voyais pas non plus aussi haut pour les qualifs et voilà, donc globalement des bonnes surprises. Après oui, on peut toujours parler du peloton de tête qui reste toujours le combat géré de début de saison Red Bull Mercedes. Ok. Niki, un avis? On a par exemple
un Norris 7e en qualif ou un Sainz qui a battu Leclerc. Bon, écoute, toi, tu as des compléments à ajouter sur ce que nous ont dit nos grands experts, Olivier et Fernando? Je te mets pas la pression. Oui, alors, non, moi, je parlerai plutôt. Moi, ce qui m'a quand même surpris, c'est la performance, mais négative de Ricciardo, qui arrive même pas à se passer en Q2, là où Norris termine P7, je crois, de mémoire. Ouais, c'est exact, ouais. Tout à fait. Donc ouais, moi, j'ai plus été, enfin, en plus de ce qui a déjà été dit par mes deux compères, moi, c'est plus ça qui m'a marqué, vraiment la performance négative de Ricciardo. Ouais. Qui passe même pas en Q2, qui finit, je sais plus, qui finit vraiment en toute fin de grille. Assez je sais pas, ouais, 16e, mais je sais pas trop ce qui s'est passé. Visiblement, il y a eu un truc de pneus ou, enfin, je pense que c'est carrément lui qui a fait des mauvaises qualifs. Hein. Il n'y a pas d'explication. Enfin, arrêtez-moi si je me trompe. Il n'y a pas trop d'explications. Après, sur ces qualifs, on peut dire que voilà, on a du Alfa Romeo, Williams, Haas qui sont en fin avec en fin de grille avec effectivement un Ricciardo 16e un peu bizarre. Et puis on a aussi quand même des résultats pour Tsunoda qui alors qu'on avait eu beaucoup d'espoir en lui sur le premier Grand Prix, on va dire, qui là s'est un peu raté en qualification. Et nous allons donc maintenant parler de ce qui s'est passé en course. Vous voulez que je fasse un petit résumé ou quelqu'un a envie de le faire? Bon, je vais m'en charger. Donc, on avait dit pas de pole dance pour Hamilton sur ce Grand Prix. Donc, je vais donner tout de suite les résultats, mais on a eu encore une victoire d'Hamilton qui a vraiment été impressionnant sur cette course, suivi d'un Verstappen aussi fidèle à lui-même, très sérieux. On peut dire que les deux pilotes se sont bien détachés au niveau de la qualité par rapport à la concurrence. Un Bottas 3e qui a été solide, mais sans étincelle et qui quand même montre qu'il n'est pas de la même étoffe que les deux pilotes qui sont devant lui. Un Perez 4e, suivi d'un Norris 5e, très intéressant. 6e Leclerc, 7e et 8e les Alpines avec Ocon et Alonso, suivi d'un Ricciardo au final 9e alors qu'il était parti en 16e position, donc une belle remontée. Puis en 10e position Gasly qui arrive à rentrer dans les points devant un Sainz un peu tristement 11e alors qu'il était parti devant son coéquipier Leclerc. Et puis bon, derrière on enchaîne avec du Giovinazzi, suivi de Vettel, de Stroll, Tsunoda, Russell, Schumacher, Latifi et en dernier Mazepin, malgré les montagnes russes, qui clôt la marche des pilotes. Alors au final, ça a été un Grand Prix que moi je vais qualifier tout de suite d'un peu ennuyeux parce que il y a eu un peu assommant parce que effectivement ça a été encore une fois le duel entre Hamilton, Verstappen et aussi Bottas quand même qui s'est mêlé à tout ça puisqu'il était en tête au premier virage. Mais voilà, en dehors de cette lutte pour la première place et la deuxième place qui a été quand même assez belle et vraiment de l'expertise de la part des pilotes, il s'est pas passé grand-chose à part justement un accident de Raikkonen qui est rentré dans son coéquipier Giovinazzi qui a entraîné l'apparition de la voiture de sécurité. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire dans la globalité de ce Grand Prix, Fernando? Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, il y en a qui sont endormis en le regardant, même dans les passionnés de Formule 1. Ah oui, non, mais je confirme, je les comprends d'ailleurs. Je dis pas ça de façon innocente. Pour avoir vécu l'expérience pendant 5 minutes. Un départ, effectivement, un très bon départ. Je vais parler aussi pour ma crèmerie. Pour Sainz, qui effectivement a fait un bon départ, comment dire, sur le Grand Prix. À noter quand même que sur le départ, sur le côté droit de la piste, qui était, je dirais pas le côté le plus gommé, donc ils ont tous les véhicules qui étaient sur cette partie-là de la piste ont eu un départ un peu plus difficile, ce qui expliquait aussi pourquoi Sainz a réussi un petit peu à gratter, quelques avances. On finit le premier tour, on arrive effectivement au début du deuxième avec ce contact de Kimi Raikkonen contre son coéquipier Giovinazzi.
Comme quoi, même quand on téléphone au volant, on arrive à faire des petites cacades. Bah là, c'est la même chose. Quand on tripote son volant, on a presque failli mettre son coéquipier aussi en l'air. Par chance, il n'a pas crevé, Giovinazzi, parce que ça aurait pu être une des conséquences. Sachant quand même qu'il essayait d'allumer Candy Crush sur l'écran de son volant. Je suis sûr qu'on pourrait faire un snake sur les volants de F1 avec une bonne prog, ça peut se faire. Maintenant, effectivement, les circuits se suivent, ne se ressemblent pas. L'année dernière, il nous fait un P6, P16, enfin un P16, P6, pardon, dans ce sens-là. Et là, il nous fait un tour et puis s'en va. Donc ouais, je pense que pour lui aussi, c'est un peu. Mais il l'a reconnu. Hein. En interview, il a dit que c'était complètement de sa faute. Après, effectivement, on a quand même eu quelques batailles en piste, mais voilà, on va revenir après dans le détail, je pense. Ce qui a un peu rythmé à la fin, c'est surtout on va dire la bataille du temps autour, le fameux point qui a un peu, on va dire, mis de piment, on va dire, les petits arrêts au stand de fin, les petits arrêts gratuits, quoi. Bon, je vais enchaîner avec Olivier, mais c'est vrai qu'il y a quand même eu, donc j'ai dit que le Grand Prix a été ennuyeux, c'est de façon générale, mais cette lutte aux avant-postes, avec en particulier le trio Bottas, Hamilton, Verstappen, il y a quand même eu il y a eu 3 dépassements, c'était quand même plutôt pas mal. Il y a eu une belle pression quand même en continu. Il n'y avait pas trop de marge d'erreur pour les pilotes qui ont quand même, c'était un peu pour Verstappen, Hamilton, un peu de la haute voltige quand même. Moi, je trouve que le Grand Prix il était moins ouf que les 2 derniers, moins dingue que la saison précédente, mais il faut se souvenir de la période Schumacher, il faut se souvenir de Hamilton il y a 3 ans. C'était pareil, enfin, il n'y avait pas de lutte et on se focalisait sur qui va monter sur le podium, quoi. Enfin, il y a une place sur le podium qui va. Donc là, au moins, je trouve qu'il y a une vraie bataille. Il y a quand même, les dépassements de Hamilton sur Bottas étaient ouf. Le dépassement de Verstappen sur Hamilton au restart était quand même assez marrant, genre le champion qui s'est doublé par le jeune requin, enfin je trouvais ça plutôt marrant. Donc non, enfin c'est un peu comme donner de la confiture à des cochons, quoi. On a kiffé quand même les 30 derniers Grands Prix qui sont quand même vraiment, qui se sont passés hyper chouettes. Là, c'est vrai qu'il y avait peut-être un petit peu moins de choses, mais bon, c'est quand même globalement moi j'ai trouvé un beau Grand Prix. J'ai regardé 2 fois avant de dire ça. Hein. Il est possible qu'il y ait il y a quand même eu peut-être une période où, à l'instar de Fernando, il est possible que je sois parti ailleurs, quoi. Parce que. Mais moi aussi, j'avais un compétent. Non, mais en faisant un peu gaffe, on se dit en fait, du coup, il y a quand même pas mal. Je sais pas combien il y a eu de dépassements précisément, mais il y a eu des faits de course, il y a eu des choses. Il y a quand même une safety car qui est intervenue. Il y a Red Bull qui a tenté des trucs avec Perez. Enfin bon. C'était plutôt chouette. Voilà, et puis comme d'hab, c'est Hamilton qui gagne, quoi. Donc moi je suis plutôt content. Voilà. J'imagine. Alors, et puis du coup Verstappen, j'ai trouvé qu'il a fait une bonne course. Encore il a gagné de la maturité. Et Bottas, je crois que c'est officiellement sa dernière année chez Mercedes. Voilà. Pour moi, ça semble acté. Le fait que Toto Wolff prenne la parole pour le soutenir, ça sent que, vas-y mon gars, allez, donne tout cette dernière année, et puis l'année prochaine, on redistribue les postes, quoi. Niki, est-ce que tu partages ce que vient de dire Olivier? Nous, sur des 2 Grands Prix précédents, on avait quand même dit que la saison s'orientait vers ce duel qu'on a encore vu en action, ce duel Verstappen-Hamilton, avec un Bottas qui était quand même un cran en dessous d'eux. Est-ce que tu partages ce qu'a dit Olivier, notamment sur Bottas, ou est-ce que c'est ce duel qui s'annonce être le duel de la saison t'enflamme? Alors, oui, je partage complètement. Hein, c'est vrai que Bottas, il est quand même clairement un cran en dessous. Et puis, comme dit Olivier, le fait que Toto Wolff le soutienne, en général, c'est jamais bon. Dans tous les sports, hein, quand un président ou un directeur prend la parole pour soutenir son joueur, son employé, son pilote qui est en difficulté,
ça pue en général. Ouais, c'est ça. C'est comme quand le président il dit Quand le il soutient président à dit j'ai toute 100% son confiance en mon entraîneur. entraîneur, J'ai toute voilà, confiance c'est en mon mort. entraîneur. Tu sais que la semaine prochaine, il est direct. Voilà. C'est ça. Mais après, j'ai un peu de mal à m'enflammer quand même pour le duel Verstappen-Hamilton. J'ai l'impression que Hamilton, il a quand même encore une marche sur Verstappen. Et même si ça risque, voilà, l'écart de points, je pense, va faire que le duel va peut-être durer sur la saison. Je vois bien quand même Hamilton gagner voilà, assez largement et je vois encore Verstappen un petit peu derrière. Mais sinon, ouais, c'était un Grand Prix qui était quand même certes moins intéressant que les derniers, moins complètement fou, voilà, on a eu un peu plus le temps de s'ennuyer, mais globalement, Ça fait du bien, c'était ouais, après un an de confinement, on est encore en train de se dire putain, c'est cool, je suis devant ma télé. Et puis voilà, moi ça m'a rappelé mes souvenirs justement d'enfance. T'évoquais les grands prix avec ton père le dimanche après-midi après le poulet. Après moi le poulet, la ça m'a sieste rappelé, après le poulet, voilà, tu vois, les c'était un peu moments où ça, t'es mais- devant la télé, tu sais plus si c'est les Formule 1 que t'entends ou si c'est les ronflements de ton père, tu vois. Mais Ouais, encore, mais comme dit Olivier, franchement, c'était pas si pire. Il y a eu quand même quelques trucs sympas. C'est vrai qu'on a été habitué à mieux ces derniers temps, mais bon, c'était pas non plus horrible, c'était pas non plus impossible à regarder, quoi. Ok, bah je vais récapituler un petit peu ce qui s'est passé, en tout cas aux avant-postes, parce que je vous trouve un peu sévère avec Bottas, mais je vais entrer peut-être un peu dans le détail. Donc, départ de la course, et puis effectivement, il y a eu cet accident avec la safety car qui arrive. Donc, on a toujours Bottas. Attendez, excusez-moi. On a Bottas premier, Hamilton deuxième et Verstappen. La safety car s'en va, Bottas redémarre et puis derrière on a Hamilton qui a peut-être qui s'est laissé un petit peu déborder par ce départ de la safety car et il y a Verstappen qui le double. Derrière on a donc ça c'était le tour numéro 7. Tour numéro 11, on a Hamilton qui double Verstappen, qui avait fait une petite erreur dans le dernier virage. Et puis ensuite, tour 20, on a Hamilton qui s'était rapproché de Bottas et qui le double par l'extérieur au virage 1. Et puis, bon, après, ce qui se passe, c'est que on a au tour 37, on a Verstappen qui finit par doubler Bottas, mais ensuite, derrière, Bottas qui se fait un petit peu distancer. Visiblement, peut-être un petit problème d'un capteur sur le moteur qui aurait fait que il avait eu peut-être un problème de puissance qui lui a un peu compromis le fait d'être capable de suivre le rythme devant. Bon, après, mon avis, c'est qu'il y a ça. Il y a aussi le fait que quand même Hamilton et Verstappen ont montré qu'ils étaient d'une autre étoffe. Moi, je vais poser une question plus générale. Moi, j'ai trouvé les Mercedes, déjà au niveau des qualifs, c'est elles qui avaient les 2 premières places sur cette course. On a vu que Hamilton, au pilotage, il avait été, à mon avis, un peu meilleur que tout le monde, mais pas si meilleur que ça que Verstappen. En fait, moi, j'ai trouvé que Mercedes avait carrément repris l'ascendant sur les Red Bull, même si les Red Bull sont peut-être plus performantes que l'année dernière. Il y a encore une marge Mercedes au-dessus de Red Bull et ça va pas être partie facile pour Verstappen. Est-ce que tu partages cet avis, Fernando ? Je partage dans la mesure où je trouve que il y a quand même, je crois qu'il y a eu des toutes petites modifications au niveau du front plat là qui sont arrivées à Portimao et malgré tout pendant les séances de qualification, il y a quand même eu des sacrés écarts entre la Mercedes et la Red Bull. Donc Mercedes bosse quand même. Et la tâche ne sera pas facile pour Red Bull de maintenir cet écart-là. Il faut aussi que du coup Red Bull réagisse, je dirais, assez rapidement. Et je suis plutôt de ton avis dans la mesure où il faut que Red Bull bosse vraiment pour pouvoir essayer de réduire ce gap-là qui, de ce que je peux voir dans les différents chronos, là, il y a quand même un écart qui s'est agrandi quand je compare les qualifs, des 2 premiers GP, là. Ok. Niki, un avis sur ça ? Est-ce que Mercedes a pas repris du poil de la bête sur ses monoplaces et a repris cet ascendant que Red Bull on avait eu le sentiment que Red Bull avait gagné sur les premiers Grands Prix. Si, clairement. Et je pense que ça s'est vu quand Verstappen essayait de doubler Bottas un peu après le restart de la safety car, Tout je à fait, crois. ouais. Où
il avait beau avoir le DRS, tout l'aspiration, et en fait, il n'arrivait pas à le doubler, quoi, tout simplement. Là, c'était assez criant, ça faisait presque peine à voir, quoi. Parce qu'il arrivait tout simplement pas à le dépasser. Donc ouais, je pense que Mercedes, c'est ça aussi qui me fait dire que voilà, le duel Hamilton-Verstappen, j'ai un petit peu de mal à m'enflammer parce que j'ai vraiment le sentiment que Mercedes, ils sont encore au-dessus, quoi. On peut considérer quand même que c'est vrai que Red Bull, les voitures, elles peuvent être de niveau équivalent, mais avec chacune ses qualités. C'est vrai qu'au niveau de la vitesse de pointe en ligne droite, qui était globalement l'endroit où on pouvait doubler à Portimao, ça a été compliqué pour Verstappen. Enfin voilà, est-ce que toi aussi, tu es cet avis que cette lutte, au final, Mercedes a rattrapé son retard assez largement et ils ont un pilote d'exception qui va faire la différence, ou est-ce que au final, c'est pas non plus ce circuit portugais qui fait que peut-être qu'il était plus favorable à Mercedes? On verra au prochain à Barcelone, Olivier. Moi, je trouve que justement, c'est pour tout ce que tout le monde vient de dire là. C'est que je pense que Mercedes a repris un petit ascendant, mais un petit ascendant qui peut faire la différence. Et c'est en ça que le fait que Bottas n'arrive pas à remonter sur Verstappen, c'est juste inexcusable. Parce que Niki, en vitesse de pointe avec le DRS, Verstappen ne se rapproche pas de Bottas. Comment ça se fait que Bottas, qui chasse Verstappen avec le DRS, il n'arrive pas, sans le DRS, il se rapproche, il n'arrive pas à se mettre dans la zone de DRS. Et son histoire de capteur, ça lui a coûté 4 secondes, parce qu'il était à 2 secondes, entre le moment où ils ont vu qu'il y avait une perte de puissance, ils ont désactivé le capteur, il a perdu 4 secondes. Donc, c'est pas ça qui a joué. Donc, non, pour moi, Bottas, c'est vraiment, ça commence à être un vrai problème, et je pense que Russell est en train de faire knock-knock, et demande la permission de rentrer dans l'écurie. Mais je trouve que Mercedes, pour revenir sur le sujet, a vraiment pris les choses en main pour être de nouveau plus performant. Voilà, et puis c'est une équipe, ça fait 6 fois, 7 fois de suite qu'ils sont champions du monde. Voilà, bon, ils ont l'énergie pour ne pas perdre. Voilà. Peut-être que Mercedes aussi est plus gros que Red Bull en termes de staff, ça je sais pas. Je sais pas. Je pense que c'est quand même équivalent. On va peut-être passer à Pérez, qui a réussi à finir 4e. Alors vous avez un petit peu abordé le meilleur tour. C'est vrai qu'à la fin du Grand Prix, pour un peu réveiller tout le monde, ce qui s'est passé, c'est que Pérez a pris le meilleur tour, et puis derrière, il y a Bottas qui s'est arrêté pour chausser de nouveaux pneus, qui a fait le meilleur tour. Verstappen a fait la même chose. Et il a justement tenté de battre ce temps, et puis il est sorti des limites de la piste, et il avait fait le meilleur temps, mais ça a été annulé parce que justement il était sorti, je pense que c'était encore au virage 4, non, si je ne m'abuse, Fernando? 14. C'est le virage. C'était une petite plaisanterie avec le virage gate sur les Grands Prix précédents. Donc effectivement, pour nous tenir en haleine, il y a eu ce truc à la fin sur le meilleur tour en course. Moi, j'ai trouvé ça plutôt téméraire, d'ailleurs, de la part des écuries de faire ces arrêts où il y a quand même toujours un peu plus d'incertitude que si on continue sur son petit train-train. Mais bon, au final, c'est Mercedes qui est sorti gagnant de ça, et ça peut rejoindre ce que vous avez dit sur le fait que pour que Red Bull fasse le meilleur tour, il faut vraiment que Verstappen se sorte les tripes, et au prix de justement sortir des limites de la piste et au final avoir son chrono effacé. Mais qu'avez-vous pensé de Pérez, qui a fait des qualifs corrects, 4e derrière son coéquipier Verstappen, et qui finit 4e. Olivier, t'en as pensé quoi de ce Pérez? Est-ce que lui aussi, il faut le mettre au tas avec Bottas? Moi, j'ai vu quand même un article de l'équipe qui m'a fait un peu bondir, où il disait que Pérez s'était trouvé une pré-retraite chez Red Bull. J'ai trouvé ça assez scandaleux de la part du quotidien sportif. Et je pensais en lisant ça que c'était à nous qu'il fallait laisser les analyses de comptoir. Exactement. Et là, tu fais bien. Non, attends, c'est quand même un gars qui, il faut pas l'oublier, il découvre la voiture. Avant, il était sur une Mercedes. Maintenant, il va sur Red Bull. Il découvre la voiture. C'est exactement comme Ricciardo, qui fait pas des bonnes perfs face à Norris. À moi, c'est aussi logique. Il y a 3 grands prix dans la voiture. Il y a 0 essai.
de pré-saison. Voilà, c'est déjà pas mal. Moi, je trouve que il se qualifie 4e et qu'il suive le train. Voilà. Enfin, après, il a tenté quelque chose. Il s'est dit voilà, il y a peut-être une safety car. J'ai un truc à jouer avec un arrêt gratos. Si jamais il y a une safety car, que j'ai des pneus neufs, je la fais à l'envers à tout le monde et je gagne. Pourquoi pas? C'est une technique, tout en sachant qu'il était presque persuadé d'être 4e au regard des gaps entre le 4e et le 5e. Donc, non, moi je trouve qu'il s'en sort bien quand même, Pérez. Je trouve qu'on est un peu dur parce que plus d'une fois, il fait quand même des qualifs qui sont mais vraiment, vraiment proches de Verstappen. Là où, comment il s'appelait, le Thaïlandais l'année dernière, Alex Albon était parfois mais complètement à la ramasse. Non, je trouve que Pérez s'en sort bien et pour le coup, son expérience lui sert énormément. Ok. Fernando, un petit avis, Ouais. Il y a quand même eu ce petit truc assez rigolo, c'est que quand justement il y avait Pérez qui faisait son run devant sans s'être arrêté et qui souffrait avec ses pneus et qui finit par se faire doubler par Hamilton. Et pour moi, c'est un peu du chambrage. Il y a Hamilton dans le doublant qui dit mais pourquoi il s'est pas écarté, pourquoi il n'y avait pas les drapeaux bleus, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faisait semblant de croire qu'il lui avait pris un tour. No, you're racing him. He's yet to stop. Ouais, c'est alors le chambrage est anecdotique et je trouve qu'effectivement c'est en off, c'est Niki qui disait ça. Je trouve que c'est bien de l'avoir passé effectivement à l'antenne et c'était même marrant de voir ça, qu'en fait il lui prend pas un tour, il le double juste en fait, il prend sa place et Pérez, non, ouais, pour revenir sur ce que tu disais. Il a fait un relais. On savait déjà depuis les essais que la Red Bull était en capacité de faire des longs relais, des relais beaucoup plus longs que chez Mercedes. Et en ça, justement, on se disait que ça allait pouvoir permettre, comment dire, à Red Bull sur le long terme, sur la durée de la course, de pouvoir effectivement être devant. Au final, on a Pérez qui, pour moi, fait le job. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui a fini pilote du jour, pilote du GP. Alors certains n'ont pas compris et pour la blague, certains auraient dû voter Mazepin, mais ça on en reparlera. Mais pour revenir à Pérez, non, ouais, honnêtement c'est un bon coéquipier. Comme me disait Olivier, il est en période d'apprentissage. Bon, faut pas non plus que ça perdure, j'ai envie de dire jusqu'à encore 3-4 courses. Mais non, j'ai vraiment humble pour le moment, attendre, voir ce que ça donne. Et après, au bout de 4-5 Grands Prix, à 6, on commencera un peu à juger si c'est un Bottas bis ou pas. Mais de dire que il est chez Red Bull pour la pré-retraite, c'est un peu salé. Enfin, moi, c'est ce que j'ai lu. C'est pas du tout mon avis, bien au contraire. Eh bien, on dira à l'équipe que c'est salé. Ok. Niki, tu veux nous parler de Pérez ou sinon je te laisse enchaîner derrière sur les pilotes qui ont réussi à se mettre dans les points. Il y a quand même un Norris qui a fait une belle performance et aussi un Leclerc en 6e place. Dis-moi de quoi tu veux parler. Ouais, alors pour finir un petit peu rapidement sur Pérez, c'est vrai que je pense qu'il pouvait pas faire beaucoup mieux. Comme disait Olivier, la stratégie de compter peut-être sur une éventuelle safety car pour gagner, c'était culotté et à la fois, ça aurait très bien pu fonctionner. Ça l'a pas fait ce coup-ci. À mon avis, il pouvait pas faire grand chose de plus. Après, alors sur les, comme tu disais, sur les pilotes qui ont réussi à rentrer dans les points, je passe rapidement sur Norris, Leclerc et Ocon qui m'ont pas forcément marqué. Il y a pas eu peut-être énormément de dépassements, des choses comme ça, mais c'est surtout la remontée d'Alonso qui a été quand même la remontée d'Alonso et celle de Ricciardo pour le coup, qui ont quand même été assez impressionnantes. Et c'est un peu les deux anciens qui remontent un peu tout malgré les limites de leur voiture. Donc c'est plus ça qui m'a marqué peut-être dimanche du coup. D'accord, ok. On va peut-être passer tout de suite à
analyser, maintenant qu'on y est, les performances des franchises et d'Alpine. On voit qu'on a Gasly qui a terminé en 10e position. Il était parti 9e sur la grille. Moi, de mon côté, je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. On n'a pas senti Alpha Tauri très, très particulièrement performante sur ce circuit portugais. Moi, je considère que c'était pas la course Alpha de Gasly cette saison. Fernando? Ouais, c'est pas leur course. Ce qu'il faut savoir, c'est que les voitures sont développées pour certaines en fonction de certaines catégories et typologies, on va dire, de circuits. Et il se trouve qu'effectivement, le Grand Prix de Portimao n'était absolument pas ceux d'Alpha Tauri. On a donc Pierre qui fait une P10, donc il est dans les points. Difficilement, il le dit d'ailleurs lui-même. Et quand on regarde Oti Tsunoda, là où il y avait quand même un bon début à Bahreïn, au final, là, il se met peut-être un peu trop la pression et du coup, ça suit pas forcément. Et d'ailleurs, je crois qu'à plusieurs reprises, il est sorti des limites de la piste et son ingénieur l'a repris assez fermement en lui disant c'est la dernière fois que tu passes, sinon on se fait sanctionner. Donc voilà. Donc au niveau de Pierre, j'ai envie de dire une humble 10e place. Une très bonne 6e place pour 6e et 7e, ils ont fait, c'est ça? 7e et 8e. 7e et 8e, pardon. 7e et 8e. Pour Alpine. Ouais. Ah oui, il perd une place, c'est vrai. Ocon. Donc, non, franchement, et même content de les voir à ce niveau-là, pour dire qu'ils ont eu un début de saison difficile. C'est plutôt bien d'avoir parlé d'Alpine tout au long du GP et de les voir à ce moment-là. Voilà. Okay. Et très belle remontée, effectivement, d'Alonso, Alonso avait fini en Q2. Et encore une fois, Cocorico, Ocon qui bat Alonso pour la 2e fois consécutive. Ouais, donc ça, c'est bien. Donc, effectivement, on avait parlé plusieurs fois que la voiture Alpine avait l'air de pas forcément être très bien née sur cette saison. Visiblement, ils ont beaucoup travaillé avant d'arriver au Portugal et ils ont visiblement rattrapé un peu leur niveau. Ils sont au moins hissés au niveau des Alpha Tauri. Tu veux ajouter quelque chose peut-être, Fernando? Je te vois. Oui, parce que sur mon pédalier, parce que en fait, ils sont arrivés à Portimao avec pas trop de changements au final, hein, et ils réussissent, comment dire, sur ce circuit atypique à se, je dirais, démêler l'épingle du jeu et à voir sur les autres circuits, parce que en règle générale, circuit atypique, performance atypique. C'est pour ça que j'attends de voir quand même ce que va donner Barcelone. Mais Olivier, toi, conquis par les performances des Alpines, conquis par la performance d'Ocon, est-ce qu'il n'y avait pas moyen que, comme dirait Fernando, qu'Esteban se déchaîne un petit peu plus sur la piste avec sa voiture qui avait l'air de bien tourner? Oui, concrètement, oui. Pour moi, il pouvait garder sa 6e place et ça n'aurait pas été un scandale qui double Leclerc en piste. Voilà, mais globalement 7 et 8, c'est hyper bien pour Alpine. Au précédent Grand Prix, c'était 9 et 10, donc du coup, ça fait 2 fois qu'ils mettent leurs 2 voitures dans les points. Si jamais on se la joue, genre c'est une équipe nouvelle, mais ça ne l'est pas. Je suis d'accord avec vous, mais voilà, mais c'est quand même chouette que du coup si jamais il peut y avoir cette récurrence régulière, même si jamais c'est en bas des 10e places, si jamais à chaque fois il y a des 2 voitures qui sont dans les points, à la fin ça va être très clairement la 4e force du plateau, et ça c'est une excellente nouvelle parce que l'année dernière ils étaient 5e ou 6e Renault. C'était battu, ça avait été serré, ils s'étaient battus pour la 3e place presque jusqu'à la fin. Hein. Ouais, dernier Grand Prix, c'était encore mathématiquement possible, même si c'était pas possible, mais parce que je crois que d'ailleurs que c'était Ocon qui avait fini 2e, non, sur le dernier Grand Prix ou un truc comme ça. Oui. Donc ils avaient marqué pas mal de points sur encore un tatouage de plus pour Red Bull à l'époque ou un truc comme ça, mais c'était trop difficile pour eux de finir 3e. Ils avaient tenu le challenge jusqu'au bout. Niki, toi, tu penses qu'Alpine, ils peuvent continuer sur ces résultats, voire même s'améliorer, sachant que devant, il y a quand même Ferrari, il y a McLaren,
Comment tu vois l'avenir pour Alpine suite à ce week-end qui est quand même plus positif et aussi même sur la régularité, la fiabilité des voitures, une très belle qualification pour Ocon. Donc ça laisse entrevoir quand même des résultats un peu en amélioration. Ouais, tout à fait. Après, je pense que je pense pas qu'ils vont non plus faire des miracles et venir chatouiller les Red Bull ou les Mercedes, mais se placer concrètement en 3e ou 4e force du plateau. Là, on voit que là, Sainz finit 11e. Alors, certes, ils finissent juste derrière la première Ferrari, mais il y a quand même 3 places entre la 2e Alpine et la 2e Ferrari. Donc non, moi je les vois tranquillement un peu s'installer aux alentours de cette 6e, 7e place, et puis pourquoi pas faire des coups de temps en temps. On n'est pas à l'abri de voir 1 ou 2 podiums cette année. Ce serait déjà, je pense, ce serait déjà pas mal, je pense. Ok. Fernando, tu voulais peut-être dire quelque chose. Est-ce que ce circuit un peu vallonné n'était pas justement très favorable aux Alpines? C'est justement ça. C'est la configuration du circuit fait que ça serait logique. Fait que ça a permis à Alpine d'avoir de meilleures performances sur le circuit. À voir avec le Grand Prix d'Espagne. Mais je voulais juste apporter une petite précision. Que la Géry nous souffle à l'oreillette que c'est au Grand Prix de Sakir que Ocon a fini 2e et que au dernier GP d'Abu Dhabi, il a fini 9e. Voilà. C'était pour la petite précision. Ok, donc c'était juste pour dire que je m'étais trompé, quoi. Merci Fernando, mais bon, on sait pas. Si on l'a dit que Alonso avait fait vraiment une très très belle course. Il avait justement fait des qualifs pas terribles et était en 13e position et il finit 8e. C'était une course assez géniale et je trouve que quand même ce qui a été bon aussi, c'est que il y a à la fois le pilotage d'Alonso et on va dire la régularité d'Ocon où il a effectivement pas forcément pris énormément de risques, mais aussi la stratégie d'écurie quand même qui a été solide. Ils ont été un peu tous bons tout le week-end et c'est ça qui est rassurant parce que on les voyait un peu déraper après le premier et le deuxième Grand Prix. Là, on regagne un peu de l'espoir. Niki, est-ce qu'il y a d'autres satisfactions? Bon, là, on a parlé des franchises, mais il y a d'autres satisfactions sur ce Grand Prix. On a parlé d'Hamilton, il y a McLaren, Norris, Ricciardo. Qu'est-ce que toi, tu auras envie de souligner comme belle performance en dehors des Français sur ce week-end? Je sais pas, est-ce que Mazepin, on peut parler d'une belle performance ou pas? C'était à son échelle. Alors on a une rubrique quand même qui est un peu les moins du Grand Prix, mais si tu veux je veux dire, on peut parler de Mazepin tout de suite. Hein. Tu peux réellement penser qu'il a fait une belle course. Il a un petit peu animé à sa façon quand même aussi ce Grand Prix. Ouais, non, on va pas. Non, enfin après en autre satisfaction, écoute, moi je vois pas trop. Je te dirais, enfin, je sais pas si vous partagez ou pas. Je dirais que on a parlé de Mercedes, de Red Bull, qui tiennent le top 4. Les franchises ont globalement fait quand même un bon Grand Prix et avec des bons résultats. Donc après, la logique après a été respectée avec les Williams, les Haas, qui sont vraiment toute fin du peloton. Donc aussi Lando Norris qui finit 5e, c'est déjà, enfin voilà. Oui. L'autre satisfaction on n'a pas trop développé parce que finalement lui sa performance est peut-être passée un petit peu inaperçue, mais Lando Norris qui finit 5e, c'est quand même à souligner. Ça commence à devenir une valeur sûre, je pense, du plateau. C'est ça. J'avais déjà dit qu'il était du bon côté de la force et ça se confirme Grand Prix après Grand Prix, ce bon Lando. Et puis année après année, enfin voilà, il monte gentiment et peut-être d'ici un an ou deux, ça va vraiment être une des grosses forces en présence du plateau, quoi. Ok. Olivier, McLaren, ils t'ont fait plaisir?
Oui, McLaren m'ont fait plaisir. Norris aussi me fait plaisir. Et quelque part, c'est vrai qu'il monte en puissance. Le petit Britannique, enfin le jeune Britannique, je sais pas si mais les petits, le jeune Britannique, il monte en puissance. Et ce qui est drôle quand on regarde, c'est que quand on regarde le classement constructeur, pour le coup, il y a des constructeurs, il y a des motoristes, il y a Mercedes, Red Bull, Honda, Ferrari et Renault. Et entre les deux, il y a McLaren qui s'installe. Et on se dit, Norris, en fait, il peut peut-être monter avec McLaren et devenir champion avec McLaren sans pour autant aller chez une écurie constructeur. Et ça apporterait quand même un sacré vent de fraîcheur si jamais il y avait une écurie châssis qui gagnait le championnat du monde. Ça, je trouverais ça quand même sacrément chouette autour de la technologie de la Formule 1 et que voilà, c'est pas forcément que l'argent qui prédomine, que le moteur, il y a aussi le châssis et toute l'aéro qui a son importance. Et quand tu parlais, Jacques, des points positifs, je trouve que moi, Williams commence à pu être très très loin de commencer à remonter dans la hiérarchie. Hein. Ça commence il y a du boulot, on sent qu'il y a du boulot qui remonte petit à petit et que Haas est clairement largué, mais que Williams, ça commence à remonter petit à petit et ça commence à être vraiment vraiment séduisant. Ok. Fernando, des satisfactions supplémentaires ou des validations de ce qui a été dit par Olivier et Niki? Ouais, les deux, mon capitaine. Et aujourd'hui, ouais, si on reprend, comment dire, les McLaren, Norris, il est quand même troisième au classement des pilotes. C'est effectivement du bon côté de la force. Quand on regarde les Leclerc, les Verstappen, ça fait partie de cette nouvelle génération qui aujourd'hui donne beaucoup d'espoir sur la suite. Et il marque des points. Ricardo, belle remontée. Effectivement, je pense que lui n'a pas trop compris cette mauvaise performance en qualification. Donc, du coup, il se rachète un peu et il a fait une sacrée remontée à l'image de ce qu'on disait tout à l'heure avec Fernando Alonso. J'ai un point à souligner. Effectivement, les Williams, ça va mieux. Ça va mieux quand on voit George Russell qui arrive déjà à aller en Q2 et qui a failli, je crois, à un moment donné, passer en Q3. Oui, il était pas loin de. Ouais. Il a eu peut-être un chouïa, un dixième, non? Alors, je sais pas exactement l'écart entre les deux, mais effectivement, c'était. Enfin, quand on regarde, je crois que les 12 premières places, pour en revenir juste un tout petit peu sur les qualifs, les 12 premières places sont dans la seconde. Hein. Les écarts sont extrêmement faibles. Et c'est ça qui fait aussi plaisir à voir cette saison. Non, j'ai noté juste un point, c'est le dépassement de, je crois, Mick Schumacher sur Latifi. Donc une Haas a enfin doublé une autre voiture sur ce Grand Prix. Et non, mais on avait dit dans le dernier Grand Prix que c'était pas sûr. Bon là, ils nous ont fait mentir. Et, on n'avait pas parié le champagne quand même. Hein. C'est vrai. On n'avait pas tenté ça. Ok. Bon, mais on peut passer au mois, hein. Niki, c'est le moment de parler de Nikita qui s'est perdu dans les montagnes russes. Ouais, non, mais disons que Grand Prix après Grand Prix, alors déjà, il confirme un petit peu son statut de pilote un peu bad boy, un peu mal aimé, qui fait des coups un peu tordus. Et Haas qui confirme aussi son incompétence quand même, on va pas se cacher. Je veux dire, quand il coupe, c'est devant Pérez, je crois. Oui. Quand il lui coupe la route là dans le virage, ça aurait pu être extrêmement dangereux. Et disons que la stratégie de Pérez de compter sur une safety car, ça aurait pu se retourner contre lui parce que il aurait pu avoir une safety car contre lui, on va dire, entre guillemets. Donc ouais, non, Mazepin qui finit encore dernier et qui a failli provoquer un accident. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment le gros point noir et je pense que ça va être le fil rouge de cette saison, quoi. C'est vrai que c'est une saison qui commence pas très très fort pour Nikita. On peut noter effectivement, mais on la répète un peu week-end après week-end, c'est que Haas, ils étaient déjà pas ouf les années précédentes et cette année ils avaient de toute façon annoncé qu'ils ne feraient pas de développement sur la voiture. Donc, on voit pas comment ils peuvent se sortir de cette situation. Ils ont embauché 2 rookies cette année, Schumacher et Mazepin. Semblerait-il que pour Schumacher, ça soit un tremplin vers Alfa Romeo d'être chez Haas cette année.
mais ça va quand même être visiblement un chemin de croix, hein, possiblement pour cette écurie cette année. Il reste encore 20 Grands Prix. Ils sont au fond du seau. Ils ont Mazepin qui, pour l'instant, a du mal à gérer la voiture. Et bon, il a quand même réussi à finir, hein, mais ça doit pas être facile pour Schumacher et Mazepin, au-delà même de leur qualité intrinsèque. Olivier, dans les choses qui t'ont, on va dire, étonné négativement sur ce Grand Prix, est-ce que on ne reparlerait pas encore des anciennes Racing Point en la personne des Aston Martin, des résultats pas loin de la catastrophe encore ce week-end? Alors moi, il y a pas de pilote qui m'a pas déçu en fait. Enfin, plutôt, il n'y a pas de pilote qui m'a déçu lors de ce Grand Prix parce que Mazepin, on est dur avec lui. Le bonhomme, même si jamais il est exécrable, même si jamais on sait qu'il est là parce que son papa il va racheter l'écurie dans un an et que Schumacher est là parce que du coup, comme tu disais, c'est une écurie tremplin pour Ferrari ou autre. Je trouve que ceux qui sont vraiment mauvais, c'est Haas, en fait, parce que pourquoi Mazepin, il coupe la route? Parce que du coup, on ne prévient pas. Le gamin, il a 3 grands prix dans les pattes. Au moment, on peut aussi le guider. Alors, je veux bien que ce soit un professionnel, mais je trouve que Haas est vraiment, vraiment en dessous de tout. Il va plus y avoir de motivation. En même temps, quand on est considéré comme une écurie entre deux eaux comme ça, je les comprends totalement. Et puis Aston Martin, c'était super bien pour Vettel de faire P10. Et puis voilà, c'est pas constant. Je pense qu'il y a un gros coup de bambou sur le fait de pas être au niveau de ce qu'ils espéraient être l'année dernière et d'être. L'année dernière, ils étaient vraiment forts. Cette année, ils sont vraiment pas forts. Et ça, je pense qu'ils ont beaucoup de mal à l'accepter parce qu'en fait, ils n'ont juste pas les cartes en main vu que tout vient de chez Mercedes. Donc, ils ont très peu de levier d'action pour gagner en performance, à mon sens. Ok. Fernando, tu partages ce jugement, c'est quand même étonnant puisqu'il y avait eu toute cette polémique l'année dernière qu'on a déjà évoquée, mais sur le fait qu'ils aient carrément copié directement les pièces de Mercedes pour les mettre sur leur véhicule, ce qui avait créé beaucoup de remous sur le paddock. Cette année, on voit que les performances s'effondrent alors que justement Mercedes a dû faire pas mal de développement pour un peu contrer ces changements de réglementation qui visaient à ce que la concurrence remonte vis-à-vis d'eux. Est-ce que c'est ça le problème d'Aston Martin? Est-ce que c'est pas une globalité? Comment est-ce qu'on voit les choses? Mais parce que là, c'est vrai qu'ils ont pas perdu 10 places sur la grille, mais pas loin quand même depuis le début de la saison. Ils sont 13e, 14e. L'année dernière, ils visaient la 5e, 6e place. Quoi. Non, on est d'accord, c'est un peu, ça fait un peu pchit, on va dire, en ce début de saison. C'est tout l'art de copier et d'exploiter, j'ai envie de dire. Le problème, c'est que là, aujourd'hui, on a effectivement, comme tu le dis, un Sébastien qui finit 13e, un Lance Stroll qui finit 14e de sa course. On est toujours dans le fond. On n'arrive pas, à tirer le meilleur profit, effectivement, de la réglementation de cette année avec, les pièces qui proviennent de la maison mère Mercedes. Sachant que cette année, quand même, le châssis est un châssis de chez Aston Martin, donc ce n'est pas un châssis Mercedes. Donc il y a là deux différences par rapport à l'année dernière où on avait à la fois châssis et motorisation Mercedes sur la Racing Point. Donc ce qui peut aussi, je dirais, expliquer cette partie-là. Donc comme quoi le développement d'une voiture, ça se joue aussi à l'aéro. Et j'ai envie de dire beaucoup à l'aéro vu même les petits changements mineurs qu'il y a eu dans la réglementation, on voit quand même que ça a eu un impact pour cette écurie-là. Et aujourd'hui, ils sont pas là où ils voudraient être et là où le grand public l'espérait. Parce que, oui. Quand on voit la fin de saison, de la Racing Point et le début de cette année, c'est pchit, quoi. C'est vraiment pchit. Il faut quand même signaler que Stroll il a même pas passé il était pas en Q2. Hein. Donc, Stroll n'était pas en Q2, effectivement, il a fini à la Q1. C'est chaud. Est-ce que Mazepin et les autres. Au rang des déceptions, peut-être, pas des insatisfactions, mais des déceptions, on peut peut-être parler de un peu Ferrari ou de Carlos. Alors Carlos Sainz, oui. Pas de bisous pour Carlos sur ce week-end. Pas de bisous. Non, pas de big bisous, non, c'est clair. Mais ce que je veux dire par là, c'est que
C'est les vieux démons de Ferrari. On retrouve encore une fois des stratégies un peu en dents de scie avec un test. On fait des tests sur les pneumatiques en pleine course. On voit que les hards ont mieux fonctionné que les médiums. Donc Sainz s'est effondré tout logiquement, sur la fin de course, avec un Leclerc qui finit 6e. Et je pense que si la même stratégie avait été appliquée à Sainz, ça aurait clairement pas été la même position pour Carlos Sainz. Je pense qu'il aurait peut-être bataillé avec Fernando ou Ocon sur le classement final, quoi. Donc oui, déception sur la stratégie des pneus pour Ferrari. Et la déception, mais j'en ai parlé tout à l'heure, c'est aussi Tsunoda. Voilà. C'est dommage pour lui. Ok, très bien. Olivier, Niki, vous avez des petits cartons à distribuer encore un petit peu? Non, mais en fait, Tsunoda, il a fait qu'un seul bon Grand Prix, quoi. On dit on est déçu, mais en fait, il a fait juste un bon Grand Prix, quoi. C'est tout. Ouais, voilà. Donc, en fait, c'était peut-être ça l'exception, quoi. Il a quand même eu raison de le faire, ce bon Grand Prix. Mais c'est vrai qu'il avait un peu. On s'est dit, le petit rookie qui arrive, qui fait des flammes en arrivant, qui se laisse pas marcher dessus, qui tente des dépassements sur des anciens champions du monde. Il s'était un peu déchaîné quand même sur ce premier Grand Prix. On va dire que c'était au final, peut-être, on a mis beaucoup d'espoir pour lui. Je pense pas que c'était seulement la chance du débutant. Il a tous les pilotes qu'on se permet quand même de prendre de haut en disant Mazepin, son père qui signe le chéquier tous les dimanches après-midi avant qu'il démarre pour qu'il puisse monter dans le baquet. On est sévère, on machin, mais bon, c'est vrai qu'il y a ce temps d'adaptation. Premier week-end, il avait été performant. Là, c'est un peu plus compliqué, que ça soit en qualif ou sur la course, il est un peu plus en dedans. Pardon. Si jamais je voulais être mauvaise langue, je dirais que Tsunoda, c'est Honda qui fait le chèque, quoi. C'est pas son père. Mais tu rigoles, mais sachant qu'effectivement, en plus Honda arrête à la fin de l'année, donc il peut se retrouver. Ça peut être un peu compliqué pour lui si sur les courses à venir il s'améliore pas. En tout cas, s'il n'arrive pas à rééditer la performance qu'on avait vu faire sur le premier Grand Prix. Niki a encore un petit avis, un petit carton à distribuer sur ce Grand Prix, sur les pilotes qui doivent faire attention. On a parlé de Bottas, on parle de Tsunoda, de Mazepin. Est-ce que tu as un avis, par exemple, aussi sur Aston Martin? Sur Aston Martin, en fait, je rejoins complètement l'avis de Fernando. Et ce que je trouve encore plus dramatique, c'est que ils finissent vraiment dans le ventre mou, mais dans l'indifférence générale un peu. C'est-à-dire que enfin voilà, on parle quand même de Vettel, on parle quand même de Vettel, enfin Lance Stroll, Racing Point l'an dernier qui fait d'excellents résultats à son échelle, et là il termine vraiment 13e, 14e, mais dans l'indifférence générale, et derrière eux c'est les Williams, c'est les Haas en fait. C'est ça. Ils sont vraiment. Alors moi, juste devant les nuls, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc c'est vraiment très dur pour eux. Quand tu disais ça, surtout avec les Williams là qui sont un peu en train de reprendre du poil de la bête. On n'est pas à l'abri de voir une Williams devant une Aston Martin sur les prochains Grands Prix, et là ça ferait quand même mal, quoi. C'est ça. Alors si on était un peu méchant, ce que je suis, on aurait pu. Moi, j'étais un peu surpris qu'ils fassent pas comme le Grand Prix précédent où ils avaient retiré Vettel de la course pour pouvoir faire des modifications sur la voiture un peu gratos. Et là, ils ont laissé 2 voitures terminer. J'étais un peu surpris. Je suis un peu méchant. Bon, vous avez des petits points à ajouter sur ce Grand Prix du Portugal sur lequel on espérait beaucoup de par ce tracé un petit peu atypique ou sympa. Et on a été un petit peu déçus, à part cette lutte aux avant-postes où moi je le répète encore une fois, on a quand même vu 2 pilotes, c'est un peu les 2 pilotes du paddock, 2 pilotes d'exception sur des beaux véhicules, certes, mais Verstappen, Hamilton, c'était quand même du haut standing. Est-ce que vous avez encore des points à ajouter sur ce Grand Prix du Portugal, ou on peut directement passer à ce qui va se passer dès le week-end prochain en Espagne? Moi, je dirais juste que c'était une course relativement propre. Il n'y a pas eu d'accident, pas de choses comme ça. Et c'est pas mal aussi quand il n'y a pas d'accident et quand il y a 22 voitures, enfin, quand il y a 20 voitures qui sont là. C'est aussi agréable, quoi. Voilà. Ouais. C'était un message
financé par la sécurité routière, qui Exactement. nous fournit tout le matériel technique pour. Voilà. Jean-Todt, pour l'émission. je t'aime. Fernando, un petit bonus pour le Portugal. J'ai pas d'autres points particuliers à rajouter, mais effectivement, comme le disait Olivier, comparé aux deux premiers Grands Prix qu'on a vus, du coup, on était tellement habitués et j'ai envie de dire assez enthousiaste à l'idée de voir des Grands Prix avec beaucoup de rythme, etc. Là, il y avait certes moins de rythme, mais il y avait, on va dire, une bataille différente. On va dire ça comme ça, aux avant-postes. Mais remarquez quand même que les dépassements qu'il y a eu, notamment, on revient toujours au même à Verstappen sur Hamilton pour la tête de course. Hamilton lui a rendu quand même la monnaie de sa pièce à Verstappen, parce que Verstappen a voulu le redoubler la deuxième fois. Et là, il s'est montré un peu plus autoritaire. Donc voilà, si on pouvait rajouter ce petit bonus-là, c'était ce petite comparaison entre le virage numéro 1 d'Imola. Olivier, il pourra nous en dire un mot, et le dépassement qu'il y a eu, à Portimao, d'Hamilton sur Verstappen. Ok. Bon. On a fait le tour on a fait le tour du Portugal, on a fait le tour du circuit. On va passer au prochain Grand Prix, mais avant, quand même, on va faire un petit récapitulatif sur les pronostics qu'il y avait eu sur l'émission précédente sur ce Grand Prix du Portugal. Et alors, pourquoi j'ai vraiment envie d'en parler? Parce qu'il me semble que j'avais annoncé le bon trio dans l'ordre, puisque j'avais effectivement annoncé le résultat: Hamilton 1, Verstappen, Bottas. On avait Fernando qui nous avait fait Hamilton, Verstappen, Pérez. Et puis Gerhard qui n'est pas là, mais lui, il avait annoncé Verstappen vainqueur, suivi d'Hamilton et de Bottas. Donc voilà au niveau des pronostics de la semaine dernière. Donc là, dès ce week-end, donc là on a un enchaînement Portugal-Espagne qui reprend dès ce week-end. On est sur le circuit de Catalogne à Barcelone. C'est un circuit quand même, on a une série en cours de 4 victoires d'affilée d'Hamilton. L'année dernière, on avait vu Hamilton qui avait remporté le Grand Prix, suivi de Verstappen et de Bottas. Est-ce que, je vais faire le tour de chacun. On va peut-être commencer par Niki. Toi, tu le vois comment, ce circuit de Barcelone? Est-ce qu'on va encore avoir ces résultats, ce duel Mercedes-Red Bull, Verstappen-Hamilton, et peut-être, on verra, peut-être, ça serait intéressant quand même de voir Bottas affronter Pérez sur la piste. On l'a pas trop vu jusqu'à maintenant. Comment tu sens les choses en Espagne, au pays des tapas? Au pays des tapas. Moi, je pense que je vois bien Pérez, en fait, Pérez prendre la 3e place sur le podium. Sinon, au niveau des pronos, un trio Hamilton, Verstappen, Pérez. Mais ouais, j'espère, comme tu dis, une petite bagarre Bottas-Pérez, ça pourrait être sympa quand même. Mais sauf, bien évidemment, sauf accident, sauf énorme problème, énorme fait de course. Les 4 voitures sont quand même largement supérieures aux autres, avec du coup Verstappen, Hamilton qui sont un cran au-dessus au niveau pilotage de leurs coéquipiers respectifs. Donc, franchement, ouais, je vois bien Hamilton, Verstappen, Pérez, ça me paraît pas non plus infaisable. Ouais, mais moi j'aime. Alors Pérez, moi à la base, je l'aimais pas vraiment trop. Et puis effectivement, moi aussi, on a quand même, en tant que passionné de Formule 1, on a quand même tous regardé Drive to Survive. Et puis moi, j'ai trouvé que sa personnalité qui finissait par se dessiner, et ses performances aussi en course, peut-être pas en qualif, mais en course avec au volant de la Racing Point, il était assez impressionnant, Pérez. Donc c'est vrai que avec entre ses mains maintenant une Red Bull, on s'attend quand même à le voir. Là, on l'a déjà un peu entrevu sur ce Grand Prix, mais on s'attend à le voir être assez concurrentiel et pas forcément être dégueulasse à la bataille contre Valtteri Bottas, qui lui est quand même en retrait cette année. Olivier, Barcelona, comment est-ce la ville? Moi, pour Barcelone, je vais vous donner pas un trio, mais un quatuor. Les 4 premiers, vous êtes prêts? Attention. Attends, je note. Hamilton en premier, parce que voilà. On se refait pas. T'as dit 2 fois Hamilton. Hein, non, je dis Hamilton. Il est très très fort.
Ouais, mais il peut pas conduire deux voitures en même temps. Quand même. Mais il prend la place de Valtteri. Il prend... Arrêtez de vous foutre de moi. Jeudi, Hamilton, Perez, Norris, Alonso. Boum. Et là, on a un Grand Prix qui envoie du pâté. Ah, ben ça, c'est pas mal, ça. Et alors, bon, t'as annoncé la 4e place, mais bon, quand même, c'est... Oui. Mais parce qu'Alonso, il va être 4e, il va être au pied du podium et il est de retour chez lui et il va faire des merveilles parce que c'est Alonso, quoi, tout simplement. Ok, franchement, si jamais c'est juste de la 1re à 4e place, Radio Mergazenco t'offrira un cadeau. Yes. Ah ben, on attend ce week-end avec impatience. Fernando. Grand Prix d'Espagne sur le circuit de Barcelone en Catalogne, qui est un Grand Prix qui pour moi est plutôt un Grand Prix destiné aux essais qu'un véritable Grand Prix. En termes de spectacle, je pense qu'on sera du même acabit que Portimao. S'il fait beau, la météo elle a l'air pas trop bonne le dimanche. Ça reste encore à confirmer. Tu veux dire les prévisions à J+7 ou le dimanche en général à Barcelone, il fait pas beau? Ah non. Je pense que vous m'avez tous suivi. Mais non, j'ai cru. Mais ce dimanche, effectivement, ils annoncent pas trop beau visiblement en Catalogne, donc à voir ce que ça va donner. Si jamais il pleut, moi je mets Alonso sur le podium. Je vous annonce. Alors maintenant, si on fait des prédictions en fonction de la météo, ça va plus le faire. Mais effectivement, voilà, c'est plutôt un Grand Prix qui va être, je pense, du même, s'il fait beau, du même acabit que celui de Portimao. Et on verra bien comment dire ce que ça donne. Après, pour vous donner un ordre d'idée, comment dire, du podium, je verrais bien un Hamilton, Verstappen, Bottas. Là, on tente. C'est des choses. Verstappen, Bottas. Okay. Ouais, c'est osé. C'est osé. Ah, là, on est sur, c'est vrai qu'il y a une grosse prise de risque. Ça ne pourra pas être comme ça tous les grands prix quand même. Désolé, mais aujourd'hui, c'est ce qui est vraiment en train de se passer. Ouais. Et quand on voit, comment dire, ce qui s'est passé ce week-end, et que les deux circuits, Catalogne a quand même pas mal de dénivelé aussi. Hein. Mais il y a des dépassements possibles sur ce Grand Prix de Catalogne. Ouais, il y a le premier virage qui, pour moi, est source de dépassement. Les chicanes, comment dire, avant la ligne d'arrivée, c'est vraiment les endroits où les sources de dépassement sont, je dirais, importantes. Après, non, on parle de performance, etc. Je persiste et je signe sur ce que je viens de vous dire. Ok. D'autant que Hamilton peut aller chercher la 100e pole de sa carrière. Hein. C'est ça. Donc, ça va être un peu l'attraction du samedi, serait quand même incroyable. L'homme des pôles. Mais alors attendez, c'est pas à ce Grand Prix pas qu'il y a la course avant la course. Ou je me trompe pas, dites-moi. Parce qu'on alors on peut aborder le sujet des qualifications. Non, on abordera ça sur une émission où qui suivra un Grand Prix. Où il y aura eu ça peut-être, je sais pas. Mais c'est pas comment dire prévu ce week-end. Ça sera prévu à Silverstone, à Monza et puis peut-être Sao Paulo. Interlagos. Il n'y a pas le Canada ? D'accord. Non, le Canada le Grand Prix du Canada a été supprimé pour la 2e année consécutive et c'était donc par le Grand Prix de Turquie. C'est pas ça. Les nouvelles qualifications, c'est pas qu'ils feront pas le Grand Prix du tout. Hein. C'est pas ça, Olivier. Ok. Mais alors moi je vais faire mon petit trio. Moi mon trio c'est une victoire de Bottas, suivi de Perez, suivi d'Hamilton. C'est ça mon petit prono sur la Catalogne. Voilà. Des choses à ajouter. Peut-être on a encore vu quand même ce week-end des histoires de virage gate avec un dépassement des limites de piste. On verra si c'est la même chose en Catalogne avec le sable des plages. Peut-être, je ne sais pas. Voilà. Non, mais qui mettent des bacs à sable et puis comme ça il y aura. Non mais Olivier, viens, on va boire une bière parce que moi. Non mais c'est comme le Grand Prix de France là ou Bahreïn. C'est des trucs. C'est un parking le machin. Tu mets un peu de bac à sable et puis voilà quoi. Ça va calmer tout le monde.
Ok. Ça. Bon, on verra s'il y aura encore cette discussion, puisque justement, on avait vu Verstappen qui s'est fait annuler son dernier tour pour justement un dépassement des limites de la piste qui a provoqué l'annulation de son chrono. Voilà. Mais c'est un non-sujet. Hein. Enfin, il avait gagné du temps potentiellement avec le dépassement des limites de la piste. Voilà. Il n'a pas le droit, enfin, c'est tout. Ah oui, non, mais en tout cas, lui, en tout cas, il a joué à la Vierge effarouchée. Ah bon, mon tour a été annulé, je comprends pas, machin. Bon, on le connaît, c'est son caractère. Il fait partie de ces gens qui ne se sont jamais trompés dans leur vie et dans sa carrière, qui est quand même assez jeune encore. Mais en tout cas, moi, j'ai été impressionné par sa prestation, encore une fois, ce week-end. Voilà, on a fait le tour. Merci Niki pour cette participation, cette première émission. Belle performance. Ça va ? Ouais, ça va, ça s'est bien passé. Ok. Bon, bien passé. Écoute, super. Olivier, Fernando, un petit mot pour la fin, pour nos auditeurs. Eh ben, merci d'animer aussi avec autant de talent, Jacques. J'espère que les auditeurs vont se régaler autant que nous on s'est régalé à faire cette émission. Ok, super. Bon, bah écoutez, on a fait le tour. Alors, comme je le dis à chaque fois, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcasts, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, etc. Et aussi sur YouTube, puisqu'on publie aussi l'émission sur YouTube. Merci à tous de nous écouter, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, idem sur tous les réseaux sociaux, des avis, des désaccords très forts, même des pronostics pour le prochain Grand Prix. On est friands des retours qui soient positifs ou négatifs et on vous répondra. N'hésitez pas à nous écrire. Bon, mais puis rendez-vous après le dernier virage de ce Grand Prix de Barcelone qui nous attend dès ce week-end. Salut à tous. Salut. Ciao. Salut. Ciao. Salut. Prochaine. Ciao.